Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour ce 24e numéro d'Intersaison, le podcast de la revue Saison. 4 séries aujourd'hui qui font toute la part belle aux personnages, 2 hockeyeurs sur glace, voire 3 dont les amours compliqués sont au cœur de Heated Rivalry, Carol dans Pluribus qui voit un virus apaisant l'humanité redoubler sa crise existentielle, les nouveaux buddies de l'univers de Game of Thrones, Egg et Dunk dans A Night of the Seven Kingdoms, et bien sûr la très grande bande de sauveurs de Hawkins dans l'ultime saison de Stranger Things qui fait la part belle à l'action. J'ai le plaisir d'être accompagné pour cette émission par une saisonnière et 2 saisonniers. Benjamin Campion, journaliste et enseignant en cinéma, membre de la rédaction de Saison, dernier livre paru Histoire sexuelle des séries américaines sorti chez Leitmotiv et puis plein d'articles dans Saison. Bonjour Benjamin. Bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde. Benjamin Faux est avec nous aussi, journaliste au Point Pop, auteur pour Saison.media, également membre de la rédaction de la revue et co-auteur du Dictionnaire des séries aux éditions Philippe Ray. Bonjour Benjamin. Bonjour tout le monde. Également avec nous aujourd'hui, Audrey Fournier, journaliste et critique série au journal Le Monde. Bonjour Audrey. Bonjour à tous. On commence par Heated Rivalry, série canadienne anglophone produite par Accent Aigu Entertainment et disponible sur HBO Max. Il s'agit d'une adaptation des romans de Rachel Reid, ici portée à l'écran par Jacob Tierney, qui est connu comme acteur et réalisateur, notamment au Canada pour la sitcom Letterkenny, qui aura duré 7 ans. Une rivalité brûlante et pourtant sur la glace qui tourne vite à l'histoire d'amour homosexuel entre Ilya Rozanov et Shane Hollander, sans oublier Scott Hunter pour un épisode, à une époque, les années 2008, 2010, 2016, où il était impensable pour des sportifs de haut niveau de faire leur coming out. Alors, Audrey, les acteurs sont taillés comme des armoires à glace, donc évidemment ça pousse tout le monde à aller à la salle. Plus sérieusement, en regardant la série, je me suis dit qu'au fond il pouvait y avoir un male gaze, mais quand il porte au fond sur des corps d'hommes. Voilà, c'est une série gay, c'est une série gay pour gay, c'est une série gay pour hétéro. Comment est-ce que tu es entré dedans ? Alors il y a plein de façons d'y entrer. C'est vrai que moi, cette histoire de plastique absolument sculptural des personnages, c'est vrai que ça m'a fait plutôt rire, mais on se situe quand même dans le sport de haut niveau. Donc pour moi, c'est pas forcément incohérent. Ce qui est drôle, c'est que ce goût pour la plastique masculine très travaillée, elle se retrouve aussi dans les personnages secondaires. Donc par exemple, dans l'épisode 3, il y a une histoire un petit peu parallèle avec un autre joueur de hockey qui, lui, est amoureux d'un étudiant en histoire de l'art. Et même l'étudiant en histoire de l'art, il a la même plastique que les hockeyeurs sur glace. Donc ça, c'est assez drôle. Et toute cette esthétique-là, elle nous signale quoi ? Elle nous signale qu'on est dans de la young adult. Et il faut savoir que c'est pas vraiment une série pour nous. C'est une série pour des jeunes. Et c'est avant tout une série pour les jeunes filles. La cible principale de la young adult, c'est comme pour Bridgerton, c'est plutôt un public féminin et un public plutôt jeune. Alors Rachel Reid, elle est plutôt un peu avant millénial, elle est presque de la génération X en fait. Et c'était une autrice qui se passionnait pour le hockey, mais qui ne voyait pas d'histoire gay dans le hockey sur glace, qui est un sport qui est non seulement un sport de compétition, mais qui est carrément un sport de contact, quoi. Je ne sais pas si vous avez vu des matchs de hockey. Moi, j'en ai regardé quelques-uns pendant les JO et je pense qu'il y a un public féminin qui a été multiplié par 10 à l'occasion des JO du fait de la série. Et c'est un sport dans lequel le contact n'est pas simplement autorisé, il est même encouragé, avec des démonstrations de force, avec des ruées dans les brancards extrêmement violentes. Donc oui, la question de la série, c'est avant tout la question du coming out en fait. Comment on fait son coming out dans ce type de milieu. Alors pour ça, la série, elle s'appuie sur 2 personnages qui ont énormément de charme, qui sont incarnés par des acteurs qui sont tout jeunes, que je connaissais pas du tout. Et qui sont devenus en quelques semaines, en quelques mois, ça a fait un buzz énorme. Et si la série a fait un buzz, c'est aussi parce qu'elle s'est appuyée sur le buzz de la série littéraire qui est très, très populaire, qui a été traduite en français, qui va être retraduite dans le courant de l'année, mais en tout cas qui est extrêmement populaire au Canada et aussi aux États-Unis. Donc c'est de ce buzz-là que est parti l'intérêt d'HBO, puisque la série, à la base, c'est pas une production originale HBO, c'est une production d'une plateforme qui s'appelle Crave, qui est une plateforme canadienne qui diffuse des séries anglophones, mais aussi un petit peu francophones. Et ce phénomène de société, finalement, il va quasiment au-delà
de ce que raconte la série, parce que c'est une série à tout petit budget. Finalement, quand vous la regardez, vous vous rendez compte qu'il y a très peu de scènes de hockey parce que ça coûte hyper cher à tourner. Donc, c'est très vite une série qui va se concentrer sur ses personnages principaux et sur son intimité. Et moi, ce qui m'a intéressée, c'est effectivement l'utilisation des scènes de sexe, qui est très précise, qui est très explicite. Il y a une très belle alchimie entre les deux personnages, qui n'ont pas peur de se mettre à nu. Non seulement il y a une coordinatrice d'intimité qui est intervenue sur le tournage, et ça se sent, on a des scènes qui sont vraiment filmées avec une grande liberté, mais en plus, il y a eu des intimacy readings avant pour choisir des personnages dont on savait que le courant allait bien passer. Et tout ça, ça crée une alchimie qui est à la fois très belle, qui est aussi très excitante, mais qui permet de faire avancer l'histoire. Moi, elle m'a fait penser beaucoup, dans son utilisation du sexe pour faire avancer la relation, elle m'a fait penser à Normal People, qui est une série aussi sur un couple hétérosexuel, mais qui utilise de la même façon le sexe pour travailler la relation et pour travailler l'intimité. En revanche, ce qui me titille un petit peu, c'est l'utilisation des codes du porno gay à destination d'un public hétérosexuel. Et ça, c'est pas du tout une surprise, parce que si on s'intéresse un tout petit peu à l'industrie du porno et aux représentations dans le porno, eh ben on sait, et ça c'est documenté depuis assez longtemps, parce que moi j'ai trouvé un sondage qui date de l'année dernière, qui a été fait par un institut très sérieux pour Pornhub, qui montrait que la moitié des consommateurs de porno gay sur les plateformes sont en fait des consommatrices, et ce sont des femmes hétérosexuelles. Donc la série, elle s'arrime beaucoup à ce désir-là, à ce fantasme-là, qui est un fantasme assez hétérosexuel. Et finalement, moi, je serais assez curieuse de savoir comment la communauté gay voit cette série. Et puis, il y a autre chose qui m'a interpellée, c'est plutôt la timidité. Et ça, c'est là où on rejoint quand même, on se souvient que c'est pas vraiment une série HBO, mais que c'est une série vraiment de young adult, c'est que la représentation de l'homophobie, qui est quand même au cœur de la série, parce que c'est ça qui empêche Shane et Iliad de s'aimer, en tout cas dans un premier temps. Cette représentation de l'homophobie, elle est extrêmement timide. Et ça, on est sur une série qui est absolument pas politique, en tout cas qui est pas du tout radicale dans son propos. Quand on pense à d'autres séries, mais même si on remonte assez loin, moi j'ai pensé tout de suite à Queer as Folk, évidemment, qui date de 1999 et qui montrait avec beaucoup, beaucoup plus de violence, beaucoup plus de sécheresse, parce que c'était que d'être un couple homosexuel dans un milieu qui ne veut pas forcément de vous, où vous ne cadrez pas avec ce que la société attend de vous. Et là-dessus, la série, elle est très, très en retrait. Donc, on reste dans quelque chose de très idéal, dans une forme d'idéalisme, dans une forme de projection, et finalement dans un projet qui est un peu comme celui de Bridgerton, qui est un projet plus éducatif. Là aussi, on est dans la young adult. Oui, voilà à quoi peut ressembler une relation homosexuelle dans le sport. Mais c'est vrai que moi, je me suis dit, ils vont être démasqués. Il y a des plans sur les téléphones où ils se sont donné des noms de filles, chacun comme ça. Les gens qui tomberaient sur le téléphone pourraient croire qu'ils s'adressent à une fille. Et effectivement, le moment où les masques tombent, finalement, se produit pas. Benjamin Campion, peut-être d'abord, avant d'aller vers une critique de la série, mais sur la question de la représentation de la nudité, et sur le côté code du porno gay qu'évoquait Audrey. Oui, effectivement, sur le porno gay, moi je rejoins ce que disait Audrey. Il y a plein de questions sur la représentation et la réception de la série. Donc je pense que c'est une série qui va être étudiée de ce point de vue-là. Il y aura des choses à écrire qui vont être intéressantes. Mais Audrey parlait de séries éducatives. Alors pour moi, si l'éducation c'est ça, alors là franchement c'est dramatique parce que en fait c'est une série qui perpétue, qui reproduit tous les clichés possibles sur ce que c'est qu'une relation gay dans un milieu sportif. Alors du sport, il y en a pas. Audrey l'a expliqué, c'est sans doute une question de manque de moyens, mais le sport, vous pouvez l'évacuer. C'est-à-dire que c'est des hockeyeurs, mais ça pourrait être des tireurs d'arbalète ou je sais pas quoi. Ce serait pareil. Donc c'est évacué complètement. Il y a quelques passages sur la glace et puis sur les bancs de touche, et puis il y a quelques All-Star Games où ils font des épreuves. Évidemment, ils sont en rivalité parce que c'est le meilleur joueur de chaque équipe. Donc il y a un côté très cliché en fait sur la rivalité entre les deux GOAT, les deux meilleurs joueurs. Bon, blablabla. Donc le sport, il est évacué. Ensuite, les représentations, des relations
Finalement, qu'est-ce que ça dit parce Audrey, tu parlais de Normal People, mais pour moi, on est aux antipodes de ça. C'est-à-dire que Normal People, c'est une retranscription de l'intimité. Qu'est-ce que c'est qu'être un couple? Qu'est-ce que c'est que se désirer, se convoiter, se contempler, s'approcher, et ensuite passer à l'acte sexuel, et puis à la relation au long cours. Il y a tout un tas de détails qui renvoie vraiment à ce que c'est qu'être un couple au sens intime du terme. Et là, en fait, il n'y a pas du tout cela pour moi. C'est-à-dire que c'est deux personnages qui sont assez archétypaux, caricaturaux. Un Russe qui a un accent marqué, qui a une famille avec un frère qui veut lui extorquer de l'argent et un père qui est un coach tyrannique. Et donc bon, voilà, on est un peu dans des clichés liés au personnage russe. Et l'autre qui est canadien d'origine asiatique, dont la mère veut tirer le filon, exploiter le filon au maximum des marques et donc des partenariats commerciaux. Bon, ça, à la limite, ça aurait pu être un truc intéressant, mais donc la mère qui est vraiment dans l'exploitation de l'image de son fils, et le père qui, lui, est complètement ringard, détaché, et qui est à la masse. Donc, c'est une accumulation de clichés à tout va, et donc j'en termine avec la question, parce que, pardon, je me suis un peu dispersé, mais la question des relations, des représentations sexuelles. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, on ne voit rien parce que tout est caché, parce qu'ils passent leur temps. Et du coup, sur la question des coordinateurs d'intimité, si c'est pour montrer les choses comme ça, eh ben, il faut s'en passer parce que ça fonctionne pas. Parce que là, c'est quoi le but? C'est de ne rien nous montrer. Donc, dès qu'il y a un acte, il est caché par la jambe qui est repliée pour qu'on ne voit pas, la tête de l'un qui cache la tête de l'autre, etc. Alors, je sais bien, c'est une plateforme canadienne, ils peuvent pas aller aussi loin que HBO, mais quand même, quoi. Un peu d'audace, quoi, un peu de franchise, ou alors, parce que moi, je vois que ça. Alors, c'est peut-être un biais que j'ai par rapport à mes travaux, mais je ne vois que la dissimulation, la volonté de cacher. Et la dernière fois, on avait parlé de cette série espagnole qui s'appelait Los Años Nuevos. Il montrait pas de parties intimes, mais ça disait tellement plus, ça exprimait tellement plus par le corps. Il y avait tellement, voilà, il y avait de la salive, il y avait quelque chose, quoi, il y avait du fluide, il y avait de l'organique, il y avait quelque chose qui se transmettait d'un corps à un autre. Là, moi, je n'y crois pas une seconde. Et alors, moi, je ne supporte pas quand on me dit, ah ouais, mais c'est pas pour toi, c'est un autre public. Non, pour moi, il y a une tradition critique vieille comme les cahiers du cinéma. Il y a un bon ou un mauvais film, il y a une bonne ou une mauvaise série. Donc là, pour moi, c'est une catastrophe. On a parlé de cette série, je sais pas, elle a buzzé parce que HBO Max l'a reprise. Tant mieux pour elle, ça va être vu par des tas de gens. Mais si c'est ça, l'éducation sexuelle qu'on donne aux enfants, qu'ils soient gays ou hétéros, bah, c'est pour moi un drame. Audrey. Je suis à la fois d'accord avec toi et je te trouve quand même très très dur. C'est pas parce que la série s'adresse à un public assez ciblé qu'elle peut pas plaire à plein de gens. Ça, c'est effectivement pas. Les deux peuvent être vrais. Les deux peuvent être parfaitement vrais. Moi, c'est une série qui m'a plu, qui m'a diverti, sans que ce soit non plus ma série de l'année. Quand je parlais de Normal People, surtout, alors Normal People, c'était 12 épisodes. Là, il n'y a que 6 épisodes. Les séries ont énormément rétréci. Et il y a quelque chose aussi dans la construction de l'intimité des couples, de la monstration de l'amour et du sexe à l'écran, qui s'est quand même un peu perdu. Si Los Años Nuevos fonctionnait, ça, je suis complètement d'accord avec toi, c'est aussi parce qu'il y a 10 épisodes qui prennent aussi un petit peu plus le temps et beaucoup de moments de creux, et que peut-être juste Heated Rivalry, elle n'a pas ce luxe-là, elle n'a pas ce temps-là devant elle. Néanmoins, les clichés dont tu parles, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, ce sont les clichés du genre. C'est les clichés de la young adulte. C'est les mêmes qu'on retrouve dans Bridgerton, et c'est pas forcément pour autant que je trouve Bridgerton désagréable à regarder. Donc pour moi, c'est un package qui va un peu avec. Mais là où je te trouve dur, c'est quand même, ce sont des scènes de sexe qui durent extrêmement longtemps. Moi, je l'ai regardé au bureau. Parfois, je faisais un peu avance rapide parce que je trouvais que ça s'étirait. J'ai fait ça dans le train, moi aussi. Je passais, je faisais 10 secondes parce que tout le monde regardait derrière mon épaule, je ne le sentais plus. On a un métier très compliqué à exercer dans le train, je suis complètement En même temps, on ne voit rien, donc il n'y a rien à cacher pour les autres passagers du train. Oui, mais les autres ne le savaient pas, peut-être qu'ils attendaient. Pardon, Audrey. Tu es dur. Et en plus, là où je trouve dur, mais c'est aussi parce que je ne sais pas si tu as regardé les derniers épisodes, mais il y a quand même une évolution. Et c'est là où j'ai trouvé quand même la série intéressante et qu'elle prenait un peu le pli de Normal People parce que et de Los Años Nuevos, c'est-à-dire que les scènes de sexe disent quelque chose de l'évolution de la relation. Elles sont beaucoup dans le noir au début parce qu'effectivement, c'est un plan cul. Au début, c'est un pur plan cul entre deux matchs. Et cette relation va devenir un peu autre chose et vous allez voir qu'à la fin, ils vont se retrouver à faire l'amour dans la journée et avec les volets ouverts. Et ça dit quelque chose. Alors, effectivement, on n'est pas à un niveau de sophistication qui est celui d'HBO.
En temps normal, ça, je suis complètement d'accord, mais ce sont les limites aussi du cadre de la série, de son format. Et dernière chose, quand je parlais d'éducation, c'est pas effectivement de l'éducation à destination des gays. Moi, si j'avais un fils gay ou une fille gay, c'est pas cette série-là que je l'encouragerais à voir. En revanche, il y a quelque chose d'éducatif simplement dans les relations entre hommes et femmes, peut-être, ou dans les relations de couple. Ilya et Shane se demandent leur consentement, ils discutent, ils mettent un tout petit peu les choses sur la table, et ça reste quand même quelque chose d'assez nouveau, je crois. Et rien que pour ça, la série, elle doit quand même être signalée, elle doit quand même être, voilà, c'est un exemple qui est peut-être pas inintéressant de déconstruction de la masculinité toxique. Encore une fois, c'est cliché, mais bon, on est dans le young adult, quoi. Oui, et sur un sujet difficile, Benjamin Faux, est-ce que la série est pas un peu, voilà, bornée ou bordée par le fait qu'elle codifie un certain nombre de choses ou le fait qu'elle appartient à des genres cumulatifs, hein, c'est ce qu'on évoque depuis le début. Ben, moi, en tout cas, je l'ai vu en tout cas comme une série effectivement de romance young adulte, ce qui est un genre qui n'est pas vraiment, auquel on n'est pas si habitué que ça en série, qui est très populaire pour le coup en littérature depuis quelques années, et qui a toujours existé d'ailleurs sous une forme ou une autre. Et pour moi, donc, effectivement, le problème pour moi avec la série était double, c'est-à-dire que c'est pas un genre qui me passionne, donc j'étais pas forcément passionné par la série au premier abord. Et deuxièmement, la série, et surtout, elle m'a paru très enfermée dans ses codes, en fait. C'est une série qui est conçue pour les gens qui lisent déjà de la romance, à mon sens. Et on voit ça très bien dans la mesure où c'est vraiment le mélange de trois niveaux, en fait, de trois sous-genres de la romance. Il y a la romance érotique, c'est-à-dire, effectivement, c'est le type de romance où les épisodes sexuels ont une grande importance pour les personnages, parce que il structure l'évolution de la relation et l'histoire, et aussi pour les spectateurs, parce que il y a aussi un plaisir à lire ou à regarder ces scènes, même si, bon, effectivement, je suis d'accord qu'elles sont pas très réussies dans la série. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est le niveau érotique. Il y a un deuxième niveau qui est aussi un trope vraiment de la romance, qui est le concept du meilleur ennemi. C'est-à-dire, c'est deux personnes que tout oppose, toute la société en font des ennemis jurés. En tout cas, ils doivent être perçus comme des ennemis jurés, et ils se découvrent des liens. Voilà. Et ça aussi, c'est un sous-genre de la romance, quasiment. Hein. Voilà. C'est quand même du cliché abominable, Benjamin, t'es d'accord avec moi? Enfin, on l'a vu. C'est un code. C'est un code. C'est comme. C'est pas cliché, on dit code, mais moi je veux bien qu'on emploie d'autres termes, mais bon, c'est. Mais tu lis le 40e Agatha Christie. Voilà, quand Hercule Poirot réunit tout le monde à la fin et accuse une personne après une personne, eh ben c'est un code. Et comme t'aimes bien le genre, bah t'es content d'avoir ce moment-là parce que voilà. Et là, c'est vraiment le même type. Et effectivement, moi, ça me passionne pas. Hein, je défends pas, mais c'est pour moi la série obéit vraiment à ses codes. Et il y a le dernier genre, effectivement, on en a parlé un peu plus tout à l'heure, c'est la romance sportive. Puisque là, on parle de hockey sur glace, mais je crois que l'auteur avait écrit d'autres romans sportives, parce qu'en fait, cette histoire dans le hockey sur glace fait partie d'une anthologie en fait qu'elle a écrite avec différents sports. En fait, c'est un peu les mêmes voilà, des variations vraiment sur ce genre-là. Et alors voilà évidemment, ça fonctionne quand même pas mal puisque les codes romance, ces trois codes fonctionnent très bien à l'écran. Tous les protagonistes des romances meilleurs ennemis dont je parlais tout à l'heure sont sont en général des gens puissants, des gens populaires qui ont une très forte façade sociale. Et cette façade les oblige à se comporter de telle ou telle manière parce qu'ils ont réussi dans leur activité. Le public s'attend à ce qu'ils se comportent d'une certaine façon et l'élément érotique vient bouleverser la façade sociale. Et ça renvoie quand même un message au spectateur qui me semble positif, plutôt, bien que radicalement individualiste, qui est ce qui est important, ce n'est pas ce que le monde attend de toi, c'est ce que toi tu veux et ce que toi tu désires. Moi, ça me va comme message. Après, effectivement, il y a deux choses.
Là où je trouve la série assez faible, c'est dans toutes les personnages secondaires et la description du contexte. C'est-à-dire que toutes les scènes, effectivement, qui sortent vraiment de l'intimité des deux personnages, je les trouve très, très, très mal écrites. Vraiment. Dès que les parents commencent à parler de sponsors de hockey, mais c'est assommant et on a l'impression qu'ils essayent de faire des mots d'esprit et un peu d'humour, mais ça tombe à plat parce ils ne connaissent pas du tout en fait enfin il y a pas de voilà, il y a pas de il y a ni rythme ni invention ni rien. Donc ça voilà, moi ça me sortait dès qu'on sortait de l'intimité des deux personnages, ça me sortait complètement de la série. Et à l'encontre, par contre, effectivement, c'est quand même une série qui a quand même le bon côté de continuer à alerter sur l'homophobie dans le sport de haut niveau. Parce que oui, c'est pas encore, c'est pas du tout rentré dans les mœurs. Et ça devrait pas être un sujet. Mais on est en 2026 et les droits LGBT sont plutôt en recul dans le monde globalement. Ils ont jamais été très reconnus dans le sport de haut niveau. Bon bah moi, si ça contribue en tout cas à ce qu'on visualise et qu'on accepte ce genre ce genre d'histoire, moi ça me paraît sain quoi. Donc mais effectivement ce n'est pas une très bonne série, mais c'est une série de genre qui est fait pour les gens qui aiment la romance. Par Benjamin Campion. Merci Benjamin. Ah bah non, mais moi je veux bien qu'on dise c'est pas une très bonne. On peut être gentil, c'est merveilleux hein, dans ce cas-là. Pour moi, c'est une série qui est vraiment exécrable et je vois pas pourquoi. S'il y avait pas si HBO Max ne s'était pas positionné dessus, en fait, on n'en parlerait même pas et personne ne la regarderait. Donc la dénonciation de l'homophobie dans le sport, moi je veux bien, c'est un sujet qui me passionne. Je veux dire, moi je suis passionné de sport et évidemment cette question-là, elle est fondamentale dans le foot que je regarde ou dans d'autres sports. Donc c'est hyper intéressant. Mais là, ça dénonce quoi? Puisque c'est réduit à un culte de l'excellence. C'est les deux, c'est Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, quoi. Ce sont les deux meilleurs joueurs de leur génération, blablabla. Et du coup, ça écarte complètement toute une population qui, elle, bah non, elle joue pas assez bien. Elle joue pas assez bien, donc elle est pas concernée par ces problèmes-là. Donc, ce sont des séries qui finalement qui prônent des messages comme ça d'ouverture, de tolérance, de progressisme, etc. Mais qui en fait court-circuitent leur propre volonté parce que elles s'adressent vraiment et elles ciblent des personnalités très très spéciales, assez exceptionnelles, des joueurs d'exception et pas du tout le joueur de hockey qu'on peut croiser ou de foot qu'on peut croiser sur un terrain. Donc voilà, moi je trouve que ça dénonce pas grand-chose, ça va rien changer. Et le problème, il est toujours là. Il faut s'y confronter de façon beaucoup plus réaliste, beaucoup plus assidue, beaucoup plus brute. Comme disait Audrey, il faut s'attaquer aussi à l'homophobie en tant que sujet, en tant que matière narrative, matière fictionnelle, plutôt que de l'évacuer, de nous faire croire que voilà. Donc pour moi, c'est vraiment un type d'objet qui n'a absolument aucun intérêt. C'était Heated Rivalry, deuxième série qui nous intéresse aujourd'hui, Pluribus sur Apple TV, série de Vince Gilligan, le créateur de Better Call Saul et Breaking Bad, qui change complètement d'univers pour proposer une série suspendue dans laquelle toute l'humanité est reprogrammée par un virus qui la rend altruiste, émotionnelle et connecte toutes les pensées en une seule, sauf pour quelques survivants livrés à eux-mêmes, dont le personnage de Carole qui veut à tout prix revenir à la situation antérieure. Sur Saison.media, Antoine Bonnet y voit une série sur le capitalisme où une population d'esclaves sert une minorité d'élus et où les cultures locales sont détruites. On peut aussi y voir une allégorie sur l'intelligence artificielle qui aurait remplacé les cerveaux humains et forcé la conformité de l'espèce humaine et donc finalement sa disparition, même si les corps sont toujours là. On pensera évidemment à l'invasion des profanateurs de sépultures. Alors Audrey, on est dans un type de série qui, à la David Lynch ou à la Damon Lindelof, amène beaucoup d'interprétations. Je ne dirais pas que c'est la fonction de cette série, mais enfin, pas loin quand même, quoi. Voilà. À ce stade, je ne sais pas encore ce qu'est cette série. Et ça, je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce qu'il y a tellement de séries qui arrivent jusqu'à nous dans un packaging extrêmement voyant, extrêmement lisible,
dès les premières scènes, dès le premier épisode, et ça fait pas forcément des mauvaises séries d'ailleurs, hein, on en regarde beaucoup, mais moi j'étais pas du tout proche de l'univers de Vince Gilligan. À l'origine, j'ai un petit peu loupé le coche de Breaking Bad parce que je trouvais que l'univers qui était construit était un univers extrêmement glauque. Et pourtant, j'ai l'habitude quand même, et puis on a vu pire, mais un univers très glauque avec une façon aussi de brosser les personnages féminins que je trouvais extrêmement rugueuse. Je pense qu'il faudrait que je re-regarde aujourd'hui avec 10 ans d'autres séries et 10 ans de plateformes derrière moi. Je pense que j'aurais un autre regard, mais en tout cas, j'étais pas du tout familière de cet univers. Et là, j'ai eu l'impression de voir surtout un showrunner, enfin un scénariste qui se décentrait. Alors, qui reprend quand même une actrice avec laquelle il a beaucoup travaillé et qu'il aimait beaucoup, puisqu'il expliquait au moment du lancement de Pluribus que c'était pour retravailler avec elle qu'il avait écrit ce rôle de Carole, principalement. Mais en tout cas, je découvre un showrunner qui se confronte à un matériau qui est très différent de ce qu'il a fait auparavant, nonobstant le lieu qui est toujours le Nouveau-Mexique. Voilà, c'est des tendus assez désertiques, assez arides, que moi je connais pas du tout, que finalement peut-être pas beaucoup de gens dans le public français connaissent bien. Donc quelque chose d'extrêmement dépaysant, avec des premiers épisodes qui nous lancent sur des pistes qui sont complètement illisibles. Donc ce premier épisode qui va dans de la science-fiction pure et dure, où c'est tout simplement une forme d'invasion extraterrestre, dont on comprend absolument pas quel est l'objet, par quoi elle passe. On sait juste qu'il y a une formule qui a été décryptée, qui est utilisée contre les humains, et puis tout à coup les humains se mettent à convulser. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi ceux qui sont épargnés le sont. Et au bout de la saison, on ne l'a toujours pas compris. On sait juste qu'il y a ce petit groupe de gens qui ont développé une immunité face à l'invasion, mais une immunité qui n'a pas vocation à durer, apparemment, qui est une forme de répit. Et ce sont des gens éparpillés dans différents pays. Et donc, on a Carole, ce personnage de Carole, qui est un personnage extrêmement misanthrope et qui se trouve presque prise à son propre jeu. Ben voilà, elle aime personne. Et ben tout à coup, elle va se retrouver toute seule dans sa maison d'Albuquerque, au fond de son impasse. Aussi, il y a une métaphore magnifique où elle habite au fond d'une impasse et on peut juste faire un petit rond, faire demi-tour. En fait, on peut juste aller chez elle et faire un demi-tour. Elle est littéralement au bout du monde. Et moi, il y a cette anti-héroïne que je trouve extrêmement sympathique dans sa misanthropie et dans son refus aussi d'adhérer à cette espèce de nouvel ordre mondial. Alors ça aussi, ce nouvel ordre mondial qui fait que tous les survivants se retrouvent connectés par un même cerveau. Ils ont tous les mêmes souvenirs et en plus, ils parlent tous d'une même voix et ils ont jusqu'à un certain point en tout cas. Donc là, effectivement, il y a pas mal de gens qui ont vu une espèce de parabole sur l'intelligence artificielle. On peut aussi y voir une espèce de parallèle avec la situation aux États-Unis, mais pas que aux États-Unis. Pluribus, c'est un extrait de la devise des États-Unis. Donc ça aussi, ça nous donne une piste, mais ça ne répond pas finalement à la question de pourquoi cette série existe et pourquoi elle avance. Et alors moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est une intrigue qui avance pas du tout au rythme cadencé des plateformes et des séries qu'on regarde aujourd'hui. Il y a beaucoup de détails mystérieux, des questions qui n'ont pas de réponse. Il y a une lenteur. Les épisodes sont interminables et en même temps, on s'ennuie pas. On s'ennuie pas. On a une arche secondaire qui a l'air d'être au Mexique, en tout cas de l'autre côté du Rio Grande, qui a l'air de se diriger vers Carole petit à petit, qui lui aussi est dans un refus total de la communion avec cette nouvelle humanité. La mise en scène est quasiment entomologique, quoi. C'est comme si on regardait une fourmilière à l'œuvre qui obéirait à une reine. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'elle nous laisse du coup une très très grande liberté en tant que téléspectateur. La liberté d'y voir ce qu'on a envie d'y voir. Une réflexion sur la politique, une réflexion sur l'IA, une réflexion sur le capitalisme, effectivement, ou une simple parabole sur la nature humaine. J'y ai vu aussi, il y a un article dans Libération de Marius Chapuis que j'ai beaucoup aimé, qui voyait aussi une espèce de célébration de la joie d'être tout seul, peinard
et d'avoir plusieurs milliards de personnes qui sont entièrement à votre service, d'être enfin tout seul peut-être, mais peinard, comme dit la chanson. Donc voilà, mais c'est vrai qu'au bout d'une saison, je ne sais absolument pas où cette série nous emmène, et il est possible aussi qu'elle nous emmène vers un ratage total. Et ça aussi, il y a très peu de séries qui assument ça. Donc moi, je suis hyper curieuse, je suis très, très, très excitée. Et pour moi, c'est c'est vraiment un des meilleurs objets, clairement de l'année 2025, voire beaucoup plus. Benjamin Campion, série high concept, comme on dit, c'est-à-dire qui va d'emblée se situer sur un niveau de mystère, d'intellectualisme très marqué pour entraîner une glose interminable. Ce qu'il y a, c'est que pour moi, un concept ne fait pas une grande série, en fait. Un concept fort ne fait pas une grande série. Alors, je suis désolé, je vais être un peu l'esprit chagrin, mais moi, si on surélève comme ça des objets moyens, ambitieux, mais qui n'ont rien de déterminant pour moi, auquel cas, la critique, elle va porter très très haut tout ce qui sort, quoi. Enfin, moi, je comprends pas cette approche-là. Je sais que cette série, elle a été accueillie de façon dithyrambique, mais je sais pas où sont les regards critiques. Moi, ça me dépasse, mais bon, c'est mon point de vue. Parce que je reprends la phrase d'Audrey qui m'intéresse beaucoup. J'ai noté à ce stade, je ne sais pas encore si ce qu'est cette série. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que moi non plus. Mais moi, ça m'emmène sur un chemin complètement différent de toi, Audrey. C'est-à-dire que moi, j'estime qu'arriver à la fin d'une première saison, si je ne sais pas ce qu'est la série, c'est qu'il y a un problème, en fait. Alors, tu dis, ça peut être une des grandes séries de cette année, voire plus, ou alors un ratage complet. Moi, je sais pas comment ça peut fonctionner. C'est-à-dire que il faut qu'elle donne un petit peu quand même. Il faut qu'elle donne un minimum. Il faut qu'on sache ce qu'est cette série. Sinon, on est face à un objet abscon, une coquille vide, avec un concept effectivement très très fort. Moi, j'ai adoré le premier épisode que j'ai trouvé passionnant, toute la mise en œuvre de cette histoire, le dérèglement. Alors c'est un fonctionnement classique de dystopie ou d'œuvre de science-fiction, c'est-à-dire qu'il y a un moment où le quotidien et le réel tel qu'on le conçoit, donc auquel on adhère, se dérègle. Et du coup, c'est toujours passionnant pour nous en tant que spectateurs de comprendre et d'apprendre les nouvelles règles d'un nouveau système. Qu'est-ce qui est mis en place? Qui prend le contrôle? À la place de qui et pour faire quoi? Donc ça, c'est passionnant. Et je trouve que le premier épisode, en plus, est d'autant plus réussi il joue sur un humour noir que j'ai trouvé très subtil. Par exemple, donc sur le personnage de Carole, elle est écrivaine de littérature. Comment on pourrait dire, un peu girly, voilà, là aussi, c'est pas de la new romance, mais c'est plutôt des super-héroïnes, enfin des histoires un petit peu pour les adolescentes. Et c'est très amusant parce que on se rend compte que elle-même a un regard autocritique. Elle dénigre son propre travail. On voit qu'elle est pas fière de ça, et on la voit donner une dédicace où les fans viennent assez loufoques, saugrenus, comme ça peut se faire. Ils viennent déguisés, il y en a un qui sort un glaive et tout ça. Et en fait, quelque part, elle méprise ses fans et son public. Et elle est arrogante parce que elle se rêve comme une grande autrice. Voilà, elle rêve du grand roman américain, etc. Ça, j'ai trouvé que c'était très fin, c'était très subtil, c'était très intéressant. Mais qu'en fait la série après? Rien. Qu'est-ce qu'il en est de ça? Il y a une base qui est posée. Et moi, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose qui va être exploité sur les registres, je sais pas, artistiques ou culturels, et peut-être les élites qui mépriseraient une base, etc. Mais là, on peut élaborer plein de théories. Je suis sûr qu'il y en a qui vont le faire, mais ça, c'est pas utilisé par la suite. Et moi, ce qui m'a profondément dérangé, c'est que au deuxième épisode, tout est expliqué. Alors, je l'exagère, hein, je veux dire, l'invasion, comme vous dites, extraterrestre, au début, on sait pas, mais c'est quand même, il y a un côté didactique où on nous explique, et on explique à Carole quelles sont les règles et comment ça va fonctionner. Et donc, vous l'avez développé, je vais pas détailler le fonctionnement en réseau, le fait qu'il y ait quelques élus ou quelques individus qui ne soient pas dans cette collectivité-là, etc. Et du coup, déjà, ça écrase un petit peu tout le mystère qu'il peut y avoir, parce que finalement, c'est quelques-uns contre le reste du monde. Et donc, je trouve que les enjeux et les interactions sont très limités par rapport à ça. Et en plus, ces quelques-uns, pour beaucoup, on se rend compte qu'ils adhèrent finalement à ces nouvelles règles parce qu'ils en tirent parti, parce qu'ils en tirent un profit individuel. Et du coup, ils sont pas dans le combat de Carole, qui, elle, est plutôt qui cherche à rétablir l'humanité et à inverser ce procédé de prise de contrôle des êtres humains, qui est une histoire intéressante. Et du coup,
qu'est-ce qu'il en ressort? C'est une série, comme disait Audrey, très lente, mais où il se passe rien. Et moi, j'ai rien contre le fait qu'il se passe pas grand-chose. J'aime Antonioni, j'aime Bergman. Parfois, il se passe pas grand-chose, ou je sais pas, Tarkovsky ou Malik. Voilà, ce sont des cinéastes parfois de la contemplation, et ça peut être passionnant. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une tension, il faut qu'il y ait une problématique, il faut que on ait envie de réfléchir. Et là, la série, elle ne nous donne rien à manger. Elle nous pose une base et ensuite, c'est à nous d'élaborer des théories, donc toutes celles que vous avez avancées. Alors moi, je doute pas qu'il y aura plein d'articles et des livres, etc., passionnants sur cette série, mais la série en tant que telle, pour moi, elle est assez creuse, elle est assez vide. Et alors, je sais que c'est un peu... Voilà, c'est pas dans la tendance de dire ça. Il y a plein de gens qui vont la saluer justement pour sa lenteur, justement pour sa réflexivité, etc. Mais pour moi, il suffit pas de prendre le contre-pied de quelque chose qu'on dénonce pour forcément que ce soit réussi. Il faut aller plus loin. Donc effectivement, je suis d'accord que ça contre la frénésie, parfois le rythme syncopé des séries de certaines séries de plateformes. Ça, je suis d'accord avec toi, Audrey. Mais pour moi, le contre-pied ne se suffit pas en lui-même. Ça ne fait pas en soi une grande série. Donc voilà, je dirais que c'est une œuvre plutôt intéressante, réussie, qui m'intrigue et j'ai envie d'en savoir plus. Mais il n'en reste pas moins que pour moi, ça fera pas du tout une des séries les plus marquantes de l'année et des années qui suivent, quoi. Audrey? Euh, oui, enfin, effectivement, si on ne prend pas de plaisir comme moi j'ai pu en prendre à voir ce personnage-là se débattre avec sa soudaine solitude, avec la perte de sa compagne aussi qui est tuée très très vite, enfin, qui fait Ouais, partie des gens qui vont mourir. Si on est insensible à effectivement la fascination que ce ballet peut exercer, moi j'ai quand même été sensible au choix des cadrages, au choix des plans. Je suis assez sensible au jeu de Rhea Seehorn aussi, dans ce qu'elle essaye de montrer et de son ambivalence en fait par rapport à la situation, la nouvelle situation, la façon dont elle s'en accommode ou pas. Il y a quand même un moment, enfin on va pas trop spoiler, mais il y a un moment où elle demande à ce que toute l'humanité extraterrestre disparaisse de sa vie. Parce que c'est trop compliqué intellectuellement pour elle à accepter. Donc, tout à coup, il y a une disparition et elle se retrouve seule au monde. Et puis finalement, elle les supplie de revenir. Donc, ça, cette histoire du seul contre tous, de la joie mauvaise qu'on peut ressentir à se placer au-dessus de la situation et à dire moi je vais sauver le monde, parce que ce sont les mots qu'elle emploie, notamment quand elle commence à correspondre avec l'autre résistant mexicain. Elle peut dire moi je veux sauver le monde, je veux sauver l'humanité. Donc ça, tout ça, moi, il y a un sous-texte politique qui est effectivement pas clair, que dont j'attends qu'il se dévoile un petit peu plus. Mais il faut savoir aussi que Vince Gilligan, il avait demandé 2 saisons et que je pense qu'on ne peut pas demander non plus à une série comme ça de se dévoiler comme on la demanderait à une mini-série aujourd'hui. C'est une série qui est faite pour se déployer sur 2 saisons. Peut-être on peut prendre un pari sur l'avenir et nous dire que je ne sais pas si la boucle sera bouclée, mais en tout cas qu'il y a un projet cohérent derrière, parce que si on attend que toutes les... Je suis désolée, on oublie Twin Peaks, on oublie et on oublie plein de séries aussi qui ont été complètement ignorées. On oublie Stranger Things, qui moi j'ai abandonné à cause de ça. C'est parce que j'avais l'impression qu'il y avait des petits bouts de fromage et des sucres comme ça qui m'étaient lancés au fil des épisodes, et avec trop de pistes, avec trop d'attentes entre chaque saison, et finalement au bout d'un moment j'ai lâché parce que ça ne m'intéresse plus, et découvrir de quoi le monde à l'envers et la métaphore ne m'intéresse plus. Donc peut-être que oui, là il y a tout à coup une espèce de sursuspense qui est aride, qui est avare. Moi, ça m'intéresse quand même. Moi, j'ai envie de jouer. Je comprends que ce soit pas le cas de tout le monde, mais j'ai quand même envie de jouer. Puis il y a quand même, alors c'est une série qui est à la fois un peu inquiétante et c'est une série qui déjoue la série de zombies. C'est-à-dire qu'effectivement, la scène que tu racontes, Audrey, où elle dit partez et ils s'en vont, dans un film de zombies où ils sont tout le temps poursuivis, acculés et jusqu'à être transformés, mordus. Bon, bah pour le coup, on n'y est pas exactement là. Donc peut-être Benjamin Faux, voilà, c'est aussi une série qui, dans ses premiers épisodes, relève de la science-fiction, mais nous amène dans un autre endroit aussi, nous amène dans d'autres endroits aussi. Ben, je crois que les auditeurs auront compris les codes de l'émission, hein, c'est-à-dire que Audrey a aimé une série.
Benjamin l'a détesté, et moi je Ah me non, dis j'ai oui, pas bah, détesté. peut-être qu'en fait finalement quand même si, hein. Bon. Tu es Donc l'arbitre, tu es c'est là, l'arbitre c'est là. des échanges. Non, quand même pas. Mais oui, moi j'ai eu un rapport un peu conflictuel et effectivement, pour l'instant, mon avis est suspendu sur Pluribus parce que j'attends la suite et tout simplement. Mais parce que Pluribus pour moi, ça a commencé très 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 fort et que je n'ai pas retrouvé effectivement ce que je cherchais dans la suite de la série. Ça peut encore arriver, ça peut venir, je ne m'en rends pas bien compte, mais pour l'instant, effectivement, j'ai du mal à avoir un avis définitif sur la série. Ce n'est pas un objet, ce n'est vraiment pas un objet fini. Ceci dit, effectivement, le point de départ, je l'ai trouvé extrêmement fort. Ça m'a fait vraiment plaisir que cette proposition soit portée à l'image. Vince Gilligan, en fait, effectivement, on se rappelle peut-être plus, mais il a commencé dans X-Files. Mhm. Il a commencé comme fan de X-Files et il a écrit pas mal de très bons épisodes d'X-Files. Et du coup, qu'il revienne aussi vers une SF, une proposition de SF, moi, ça m'a fait vraiment, ça m'a touché, ça m'a intéressé. Après, effectivement, l'autre facette, c'est que c'est quand même problématique. On a vraiment l'impression d'avoir 9 épisodes pour raconter l'équivalent d'un épisode de la quatrième dimension. Et c'est beaucoup, c'est trop. C'est pas possible, voilà. Effectivement, le postulat c'est un postulat qu'on retrouve qui a déjà été utilisé dans dans des épisodes de la quatrième dimension ou dans Je suis une légende de Richard Matheson où le personnage, effectivement, le personnage de l'humain se retrouvait en minorité, c'est-à-dire la norme était inversée. On était l'humain devenait le monstre. Et là, c'est un peu ce qu'on retrouve, c'est-à-dire qu'effectivement, pendant toute une partie de la série, et je ne sais pas encore vraiment, même si on commence à se douter, enfin, on a des indices, on ne peut pas vraiment être sûr qu'on est en face d'une invasion ou d'une évolution. Parce que une des questions qui est quand même qui est soulevée par la série, c'est que est-ce qu'après tout, ça vaut pas mieux pour l'univers au sens large, ça vaut pas mieux que l'humanité individuelle disparaisse et que l'humanité se mette à fonctionner dans cette interhumanité interconnectée et sans personnalité. Alors évidemment, la réflexion sur l'IA pour moi, elle est évidente. Parce que c'est un peu ce qu'on nous vend, hein, de toute façon, comme quand on nous vend l'IA. Aujourd'hui, quand on nous vend l'IA, on nous vend ça. On nous vend vraiment la possibilité d'améliorer l'humanité par une intelligence collective. Bon, c'est ce que proposent les extraterrestres, en tout cas le message extraterrestre dans Pluribus. J'ai pas d'avis. Enfin, moi personnellement, je serais plutôt contre. Je pense que j'essaie de résister. Mais après, si on est seul ou extrêmement minoritaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, bon, voilà, le dilemme de base est passionnant. Après, vraiment, je trouve que la série ne donne pas assez d'éléments. Elle est très belle. Il y a toujours un truc à retenir dans chaque épisode, mais pas tellement plus. Donc, on a du mal vraiment à tenir la longueur. Et pour moi, il y a un autre défaut, c'est que je ne vois pas, et là pour le coup j'attends la fin, je ne vois pas quelle est la fin souhaitable de cette histoire. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ça va être déceptif. Je ne vois pas comment ça peut être autre chose que déceptif. Et je parlais de la quatrième dimension, mais les histoires de la quatrième dimension, c'était souvent très cynique et ça se basait vraiment sur un rebondissement, un changement de perspective qui arrivait à la fin, ou un truc comme ça. Et là, on a une situation de base qui est passionnante. On peut imaginer des éléments de développement, mais on bute quand même sur la finalité, c'est-à-dire effectivement, qu'est-ce qui peut se passer? C'est ce qui m'a frappé, c'est que pour moi, Pluribus et une série de SF qui m'a rappelé un peu Sévrance, dans la mesure où, pareil, bah, on a un point de départ très fort. C'est à nous de nous faire un avis moral, éthique, sur des questions graves. Mais Sévrance, eh ben, c'était un grand jeu aussi. C'était un grand jeu de piste.
où ça n'arrêtait jamais, il y avait 40 000 machins, on attend des réponses de tout, on se dit que bon, il y a trop de choses, on va en perdre, etc. Et là, par contre, c'est l'excès inverse, c'est-à-dire que on n'a rien à se mettre sous la dent pour pour aller plus loin, pour rallumer la série. Donc c'est un peu déprimant. Moi, Pluribus, voilà. Effectivement, je ne savais pas que c'était j'étais persuadé que c'était une mini-série pendant toute la série. Voilà, j'ai appris à la fin qu'il y avait une deuxième saison. Je me suis senti un peu trompé. Je fais, ah bah non, mais ok, on ne saura vraiment rien. D'accord, bon, ok. Donc c'est dangereux, effectivement. Je suis un peu d'accord avec tous les deux. Je la trouve très belle, très intéressante. Mais après, comme récit, effectivement, il y a un truc qui ne fonctionne vraiment, vraiment pas. Sur les fins déceptives ou très très ouvertes, Black Mirror nous a habitués à des fins terribles qui nous laissent pantois. Alors pour le coup là, on parlait des fins, les ouvertures. Benjamin Campion, tu voulais dire un mot sur les ouvertures d'épisodes? Oui, un mot pour finir. Alors c'est marrant parce que du coup moi je suis l'esprit chagrin, mais alors Audrey elle sait pas ce qu'elle a vu et Benjamin il a trouvé ça déprimant. Alors si c'est moi qui finalement bon bah ok. Mais alors Severance c'est la grande série d'Apple. Pour moi on est sur toute autre chose là parce que alors ok il y a plutôt une profusion, je comprends bien la comparaison, mais Severance c'est une proposition esthétique beaucoup plus forte. Il y a des épisodes extrêmement marquants qui restent en tête et des scènes fortes. Il y a des jeux aussi sériels sur les twists, sur les cliffhangers, sur les reprises, sur les rebondissements inattendus. Donc ça joue vraiment ce jeu de la sérialité, alors que Pluribus le met à distance. Donc se rapproche plus du cinéma, mais est-ce qu'on critiquerait un film qu'on aurait arrêté de voir à la moitié en disant bon bah la deuxième moitié va peut-être me convaincre. Moi ça me pose des questions. C'est bien une construction en saison, donc il faut on puisse critiquer la série à l'aune de ces saisons et après on fera une critique d'ensemble. Mais là il va falloir attendre 2 ans pour l'avoir cette nouvelle saison et franchement on verra si c'est encore dans nos têtes. Moi il y a un test que je vous propose de faire toujours pour les séries, c'est qu'est-ce qui vous reste en tête des épisodes. Est-ce qu'il y a des scènes qui vous restent en tête? Est-ce qu'il y a des choses marquantes? Benjamin disait que pour chaque épisode, on retenait quelque chose. Moi, quand je ferme les yeux, je retiens pas grand-chose. Hormis les premiers épisodes, j'ai pas vraiment de scène marquante. Et alors, ironiquement, il y en a une qui m'est restée, qui est très amusante. C'est quand Carole se fait livrer, ou alors je sais plus quoi, il y a un drone qui passe pour récupérer un truc, et il s'enfile et il se prend dans le câble, dans le poteau, et du coup, il arrive pas à repartir. Et ça, c'est extrêmement drôle. C'est une scène très réussie. Mais j'ai l'impression qu'ils ont cherché ça, en fait. Ils ont cherché ce ton un petit peu, je sais pas, cet humour un peu absurde, un peu cohénien. Il y a quelque chose comme ça qu'ils ont cherché, qu'ils n'ont pas trouvé en fait. Et du coup, ça donne une platitude et un côté somnolent effectivement que j'ai trouvé assez dommage. Et il y a quelque chose que j'ai retenu finalement, ce sont ces débuts d'épisodes, ces ouvertures d'épisodes, parce que là, il y a une vraie touche Vince Gilligan dans Breaking Bad. Et souvent, les ouvertures d'épisodes étaient très marquantes parce qu'on savait pas ce qu'on voyait. C'est une sorte de désorientation forcée pour le spectateur parce que soit c'était du macro ou du microscopique, du macroscopique, et du coup on était perdu. Il y avait une proposition esthétique où il fallait recoller les morceaux a posteriori. Donc ça, je trouvais que c'était très intéressant. Et ça, Pluribus le fait au début. Donc il y a des ouvertures, par exemple le deuxième épisode, on part tout ailleurs, on part de l'autre côté du globe, et puis il y a tout un voyage qui est entrepris, on ne sait pas ce qu'on voit, pourquoi, qui sont ces personnages, etc. Ça, j'ai trouvé que c'était hyper stimulant, mais vous noterez, vous regarderez qu'après, la série, elle renonce à ce procédé-là aussi. C'est-à-dire qu'elle revient à des introductions qui sont liées à Carole, et on comprend tout de suite de quoi il parle. Donc je sais pas, moi je trouve que j'ai l'impression que structurellement, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, et la série n'est pas fidèle à ses propres principes de base. Donc voilà, il faudrait étudier les coulisses, comment ça s'est passé, mais il me semble le film n'a pas été tenu, il y a quelque chose qui s'est délité au fil de la construction de la série. Alors on verra en saison 2, mais pour moi il y a quand même des lacunes. Donc voilà, moi j'ai trouvé que cette série elle était belle, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas la porter non plus trop haut, plus haut que ce qu'elle n'est réellement. C'était Pluribus, troisième série qui nous intéresse aujourd'hui, A Night of the Seven Kingdoms, série HBO.
produite par Ira Parker, qui était déjà à la manœuvre pour House of the Dragon, et évidemment George R.R. Martin, l'auteur de la saga mythique du Trône de Fer, et surtout des contes de Dunk et Egg, qui sont justement adaptés ici. Il s'agit d'un spin-off préquel de Game of Thrones, qui se passe près d'un siècle avant et où l'on suit les aventures d'un chevalier errant au grand cœur mais un peu ballot et de son écuyer malin d'ascendance targaryenne. La série déjoue, me semble-t-il, quelques passages obligés de Game of Thrones et est plutôt humoristique. Alors on va inverser l'ordre habituel de prise de parole. On va commencer par Benjamin Faux. Alors les contes de Dunk et Egg étaient pas forcément très très connus, mais alors pour le coup, voilà, on est dans une adaptation assez fidèle, semble-t-il, de l'univers de George Martin. Alors, tout d'abord, je vais quand même préciser que j'ai adoré cette série. C'est largement ma préférée des 4 du jour. Et pour le coup, c'était facilité par le fait qu'effectivement, j'ai été un gros lecteur de George Martin, que j'avais beaucoup aimé les 4 premières saisons de Game of Thrones, c'est-à-dire les saisons qui respectaient son œuvre. Depuis, j'avais un peu perdu en intérêt sur l'adaptation. Et je me souviens du jour où j'ai lu les nouvelles Dunk et l'œuf, parce que c'était justement à la fin de Game of Thrones, la série Game of Thrones, où tout commençait à un peu être un peu moins bien. Tout était moins bien écrit, les personnages, on n'y croyait plus, etc. Enfin, on perdait vraiment le... Et j'étais allé lire effectivement la traduction de Dunk et l'œuf. Et j'avais eu, mais quel bonheur de retrouver ce texte. C'est un texte qui est un peu atypique, c'est-à-dire qui prend à revers en partie ce qu'on croit connaître de Game of Thrones, parce que c'est un texte qui se trouve effectivement une centaine d'années avant la grande histoire épique de Game of Thrones, qui a pour héros un personnage du peuple. Enfin, au moins un des 2 héros est un personnage du peuple. Le deuxième est plus mystérieux. Et qui est empli de positivité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très rare quand même chez George Martin. C'est que on est à la limite de la bienveillance, quoi. Le personnage, il a de l'honneur, il a des valeurs, et c'est quelque chose qu'on avait effectivement perdu à travers Game of Thrones, même s'il y avait encore des personnages comme Brienne ou des personnages comme ça qui portaient quand même vraiment quelque chose de moral. Donc voilà, c'était une histoire comme ça, très simple, parce que finalement, l'histoire est assez courte et simple. La nouvelle fait une centaine de pages. La série est très courte, enfin la saison en tout cas est courte. Et, c'est 6 épisodes d'une demi-heure, on peut préciser. C'est ça. 6 épisodes d'une demi-heure. 30-40 minutes grand max. Et donc c'est un peu, effectivement, le rythme est un peu étrange. On n'est pas habitué non plus à ce rythme-là en série. Mais donc c'est court, ça raconte une histoire assez simple, mais finalement plus profonde qu'on ne le croit. C'est centré sur les personnages, c'est-à-dire qu'on aime ou on déteste les personnages très rapidement, et on s'y attache au bon comme au méchant, on s'y attache tout de suite. Et donc voilà, je m'étais retrouvé en face de ça. C'est enfin une sorte d'histoire simple, efficace, belle par plein de côtés, prenante. La série donc, et ben ça a été aussi j'avais beaucoup d'espoir dedans parce que j'avais aimé le livre, et ben elle a été fidèle. C'est pas du mot à mot, il y a des changements, il y a quelques modifications, mais l'esprit y est. Il y a des dialogues qui sont textos, ceux du livre, et c'est parfois les meilleurs dialogues d'ailleurs, comme dans les premières saisons de Game of Thrones où les meilleures scènes étaient textos, celles du livre. Et on se retrouve du coup avec cette série, à la fois une série à hauteur d'homme, parce que voilà, effectivement, on a le personnage principal est un chevalier errant
qui n'est peut-être même pas chevalier, puisqu'il y a un des enjeux de la série, c'est est-ce qu'il a été adoubé ou pas, et son rapport du coup est-ce qu'il se sent légitime ou pas. Et l'autre personnage est un enfant qu'il rencontre dans son voyage et qui insiste fortement pour devenir son écuyer. Et en même temps, on a aussi un niveau. Donc, on a ce niveau personnel, cette quête personnelle, et on a aussi un niveau géopolitique, parce que finalement, quand on se retrouve à la fin de la série, les événements qui sont profondément personnels pour tous les personnages se retrouvent à avoir un impact dans l'histoire générale du royaume. Et alors je sais pas, je vais pas spoiler, mais la série a à la fois quelque chose à voir avec House of the Dragon, parce que sans ce qui se passe dans House of the Dragon, la situation n'aurait pas été la même. Et elle a aussi à voir avec quelque chose à voir avec Game of Thrones, puisque l'état du royaume au début de Game of Thrones n'aurait pas été le même, sans doute, pas forcément en tout cas, sans ce qui se passe dans Night of the Seven Kingdoms. Donc on a le meilleur des deux mondes, des enjeux humains très clairs, très touchants. Les acteurs sont absolument fantastiques. Pour le coup, un truc qui ne change jamais dans Game of Thrones, je trouve, c'est que les castings et les directions d'acteurs sont impeccables. Et donc voilà, on a vraiment un attachement direct, simple et concret aux personnages. Et on a aussi un intérêt dans l'histoire globale de Westeros, tel qu'on peut le concevoir dans une franchise étendue. Benjamin Campion, déjà sur la question de la fidélité au conte de Dunk et l'œuf. Tout à l'heure, je disais qu'un concept fort ne faisait pas une grande série, et la fidélité à une œuvre littéraire ne fait pas une grande série non plus. Donc là, moi, je vais être en complet désaccord avec Benjamin. Déjà sur Game of Thrones, au-delà des 4 premières saisons, ça reste quand même une série extrêmement intéressante. Alors moi, je veux bien qu'il y ait ce mythe de avec George Martin, c'est formidable, et sans George Martin, ça s'écroule. Moi, je trouve que c'est un petit peu caricatural. Ça, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Évidemment, il y a une différence, et que il y a une perte d'adhésion au texte originel et la fin de la série escalée. Donc je vais pas refaire l'histoire de Game of Thrones, d'accord, mais je nuancerai juste un petit peu ce propos-là. Et la fidélité, alors moi je veux bien, par exemple le Shining de Kubrick, c'est sans doute la meilleure adaptation de Stephen King au cinéma, et pourtant il a profané, et Stephen King a été extrêmement fâché par l'irrespect de son roman, et derrière lui a écrit un téléfilm Shining que personne n'a vu et que tout le monde a oublié. Est-ce que les grands auteurs de littérature sont les meilleurs, les mieux placés pour parler, ou en tout cas pour juger l'adaptation de leurs œuvres au cinéma ou à la télévision? Moi, j'en suis pas sûr. Ça demande un lâcher prise quelque part aussi. Alors pour George Martin, je sais bien que c'est un peu complexe, parce que lui, il est très présent, il supervise les travaux, il est producteur exécutif, il est à l'écriture, etc. Donc son rôle, je ne renie pas son implication et l'importance de son rôle, mais il me semble que ça doit se coupler à des auteurs qui ont de la personnalité et qui s'emparent aussi de son texte et qui savent en faire une matière filmique, parce que c'est du texte, c'est pas une série. Il faut il faut styliser, il faut qu'il y ait une proposition esthétique à partir de ça. Et pour moi, Game of Thrones, on bénéficie énormément de ça aussi avec Weiss et Benioff, qui ont quand même fait un travail colossal pour adapter le texte de Martin avec lui, et puis ensuite en s'en détachant quand il n'avait plus les romans sur lesquels s'appuyer. Et pour moi, House of the Dragon, c'est une excellente démonstration de ça, parce que Ryan Condal s'est emparé de ce texte. Et finalement, c'est cette série qui est plus critiquée par George Martin, qui trouve qu'on lui est infidèle et qui est un peu fâché avec son auteur. Mais pour moi, ça donne une excellente série, que je trouve un petit peu sous-estimée d'ailleurs dans la critique de manière générale. House of the Dragon, pour moi, est vraiment un descendant, un spin-off dans toute la splendeur du terme, quoi. C'est-à-dire que c'est pas du tout une série en dessous, c'est une série qui rend honneur à cet univers. Alors du coup, Night of the Seven Kingdoms est beaucoup plus fidèle au texte d'origine, et George Martin est très content. Il l'a dit, voilà, il est très content, il est en symbiose avec l'auteur, etc. Mais quelque part, j'ai presque l'impression que c'est au détriment de cette série, parce que oui, elle est fidèle, oui, elle est simple. Benjamin, tu as employé souvent ce mot-là, simple. Il y a une simplicité, une humilité, mais
ça ne fait pas une proposition narrative, esthétique passionnante. Alors oui, il y a toutes les qualités qu'on peut associer aux séries de HBO, c'est-à-dire que le casting, la production, les moyens déployés pour, et puis il y a des scènes pour le coup qui sont quand même très marquantes. Hein, sans trop spoiler, mais toute cette joute qui devient vraiment une scène de guerre avec des points de vue intériorisés sur le plan visuel, sonore. Donc les effets visuels et sonores sont très impressionnants. Donc il y a quand même une facture esthétique pour moi qui en fait une série de très bonne qualité. Mais pour le reste, c'est quand même très très plat, c'est-à-dire là aussi j'ai senti une recherche du ton entre un humour qui se veut scatologique, hein, par exemple début du premier épisode, on envoie la musique du générique de Game of Thrones, on se dit bah tiens ils vont repartir sur cette musique-là, et puis on voit le cheval en train de déféquer, donc voilà un peu d'humour un peu grotesque, hein, on inverse le haut et le bas du corps, bon, on connaît ces procédés-là, mais ça c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans la série, mais qui est pas drôle pour autant. C'est pas vraiment une série qui touche à cet humour noir qui aurait pu être vraiment très intéressant. Moi, je pense qu'ils auraient dû pousser plus loin. On pense au Monty Python, on pense voilà, à Kaamelott. Il y a des références comme ça qui nous viennent, qui étaient intéressantes pour s'attaquer. En fait, ce que veut faire la série que je trouve intéressant, c'est qu'elle s'attaque à Game of Thrones en soi. C'est-à-dire que Game of Thrones maintenant est un objet, on va dire, admis, légitimé. Et donc là, l'idée, c'est de prendre cet objet et sa légitimation à rebours en s'y attaquant par justement cet humour scatologique, etc., etc. Donc moi, j'aime bien la note d'intention, mais finalement, ça nous donne une série assez anecdotique, assez oubliable, où il ne se passe pas grand-chose de passionnant. Alors oui, les rapports avec les Targaryens, il y a des enjeux politiques. Je rejoins Benjamin sur beaucoup de choses, mais moi je suis pas convaincu finalement par ce que ça donne, parce que il y a beaucoup de passages où il parle à ses chevaux, par exemple. Enfin, il y a tout un, je sais pas, il y a des moments où ils se sont pris pour Dreyer ou pour de grands cinéastes, mais j'ai pas trop j'ai pas trop compris l'objectif de tout ça. Donc mélange des genres assez hasardeux, je dirais, une humilité qui vire à l'anecdotique pour moi. Donc une tentative louable malgré tout, mais une série que je détacherais vraiment des deux autres que sont Game of Thrones et House of the Dragon. Merci beaucoup. On va passer à la dernière série qui nous intéresse aujourd'hui, Stranger Things saison 5, dernier opus de la saga des frères Duffer, qui avait commencé il y a une décennie. La série est disponible sur Netflix. On y retrouve tous les personnages habituels de Hawkins qui doivent tout à la fois défaire le flagelleur mental, tuer Vecna, affronter plein de démogorgons en forme de chiens, lutter contre des militaires, éviter l'effondrement d'un monde parallèle, retrouver des enfants volés, réveiller Max de son coma et accessoirement aller récupérer leur diplôme. Nous avons été rejoints en cours d'émission par Gilles Verviche, spécialiste français de Stranger Things, saga à laquelle il a consacré un livre. Alors je vais lui passer la parole en premier. Il va réactiver son micro que j'avais coupé. Voilà. Gilles, est-ce que tu nous entends bien? Est-ce que vous m'entendez ou pas? On t'entend. Alors Ouais, ça voilà. va. Ouais, Bon, très bien. tant mieux. Stranger Things. Voilà, bon, Ouais. j'ai un peu mentionné les enjeux narratifs peut-être un petit peu nombreux de Ouais. ce dernier volume. Voilà, comment es-tu entré dans voilà la fin quand même, la dernière saison très attendue de Stranger Alors, Things? alors, je suis jamais rentré dedans en fait. Hein. Pourtant, je suis un inconditionnel. J'ai quand même écrit un bouquin dessus, donc Mhm. j'ai bien la tête. Hein. D'autres, j'avais fait une émission avec Pierre Langlais là, qui disait que lui, au-delà de la première saison, il trouvait que déjà que c'était répétitif, alors que moi, j'ai trouvé que les meilleurs, c'était quasiment la 3 et la 4. Je trouvais que ça montait en puissance. Je suis fan du personnage d'Eddie Manson, etc., etc. Bon, là, pour moi, c'est une catastrophe industrielle, hein, la saison 5. Voilà. Alors, comme on s'était dit off the record, je pense que le mieux, ce qui aurait été fait. J'ai été assez amusé par le dernier épisode avec la bataille. Alors, comme j'ai dit, ils arrivent à tuer le flagelleur mental en 5 minutes.
avec un Opinel. Enfin bon, bref, tout ça pour ça. Mais j'aurais bien vu finalement un film au cinéma d'une heure ou 30 ou 2 heures pour clôturer la série, quoi. Ça aurait été, je pense que ça rentrait bien dedans parce que il manque tout. Enfin voilà, d'abord ils tournent tous en rond dans le monde à l'envers, donc on n'a plus du tout les années 80. Il y a plus du tout cette référence. Dans ce sens-là, le meilleur moment de la série, de la saison 5, c'est donc les 30 dernières minutes du dernier épisode, quand on a des personnages adolescents qui sont sur le toit, sur un rooftop là, et qui reparlent de ce thème de la nostalgie, on se reverra plus tard, c'était mieux avant, etc. À part ça, on confirme qu'il y a plein de personnages dont on avait perdu l'arc narratif qui sont inutiles depuis plein de saisons. Le grand frère de Will lui-même qui joue, mais alors, il joue plus mal que dans, on dirait, le plus mauvais élève d'un mauvais cours de CM2. Enfin voilà, il n'est pas possible. Plus il grandit, plus il est mauvais acteur. Voilà. Ouais, Donc voilà, j'ai que du mal à en dire. Alors que j'en attendais tellement. Tu sais, des fois on dit que certains critiques de séries ou de cinéma disent qu'ils sont déçus, alors qu'en fait ils attendaient l'occasion de taper sur le truc. Là, moi vraiment, j'en attendais. Enfin voilà, je suis déçu d'être déçu, quoi. Enfin, moi, je suis vraiment déçu d'être déçu. C'était pas à faire. Voilà, c'est vraiment la saison de trop. C'est ennuyeux. Enfin, les 7, je crois que j'en ai sauté un. Hein. Il me semble que j'ai pas regardé le 6 ou quelque chose comme ça. On en est même plus sûr. C'est-à-dire que comme il s'est rien passé. Ouais, je sais même plus il se passe rien. Voilà, il se passe rien. Ça tourne en rond. Tout le monde tourne en rond là-dedans. Voilà. Donc c'est assez divertissant. Le dernier épisode. Voilà. Alors l'idée de créer une sorte de monde illusoire de Matrix là, que Vecna pour enlever les enfants, créer une réalité, une fausse maison. Enfin voilà, ça c'était pas mal. Il y a eu un truc à exploiter, voilà, mais bon voilà, c'est vraiment clairement la saison de trop. Moi je pense que ça aurait été très bien un film de 2 heures au cinéma. Ça aurait été génial. Moi j'y serais allé. Je pense qu'il y avait de quoi. Il y avait de quoi faire un film de 2 heures, très très bien. On attendait des choses. Enfin, il y avait des choses à conclure quand même. Et voilà, donc pourtant je suis bon public, hein, vous savez, à chaque fois dans l'émission, je suis toujours celui qui a jamais de mal à dire de rien. Là, vraiment, je suis dégoûté. Hein. Gilles, tu restes avec nous parce qu'on va dire un mot de la fin quand même voilà du tout dernier épisode. Mais alors Benjamin Campion sur alors à la fois la durée des épisodes et puis la narration un peu laborieuse. Hein. Faut que chaque trinôme de personnages ait son petit arc narratif. Voilà, qu'en as-tu pensé? Oui, et puis enfin, je vais revenir sur la durée, mais c'est vrai qu'il y a toute cette histoire de coming out gay. Enfin, c'était vraiment gênant. C'était abominable. On s'est dit, mais non, ils vont pas quand même en faire toute une histoire. Et on s'est dit, bah, on est dans une série des années 2020 et il faut encore faire tout un plat sur un coming out. Bon, et oui, sur ce que Gilles disait, bah, c'est intéressant sur l'idée que ça aurait pu être un film, parce que j'ai vérifié tous les épisodes, sauf le 2, ils durent plus d'une heure, et c'est 1h10, voire 1h20, et le final, il dure 2h08. Et ben, c'est vraiment un rappel à la forme initiale. C'est-à-dire que là, la série, elle finit boursouflée. C'est comme si elle avait des protubérances et qu'elle avait pas réussi à retrouver sa forme initiale. Et du coup, ça a été vraiment à son détriment, parce que cet étirement des épisodes, bah, ça oblige à sans cesse. Alors ils font des réunions pour organiser des stratagèmes, puis là c'est du ping-pong, chacun il trouve un truc et tout, et ça devient extrêmement programmatique et systématique. Et il y a un côté club des 5 comme ça, puis ils sont toujours sur la brèche à repartir. Ah ouais, moi j'ai pensé à ça, et puis on va faire ça, et on va là et tout et tout. Et bah oui, c'est parce que le temps, ce temps, il faut l'occuper. Et je me dis que s'ils étaient restés justement, ou revenus peut-être à une forme plus modeste en termes de durée, bah ça aurait permis de resserrer les enjeux et de rendre la série plus dense. Oui. Et voilà, Gilles, cette idée du coup, je te passe la balle sur le final qui dure plus de 2 heures, mais alors oui, tu l'as dit, il y a un épilogue qui peut paraître intéressant, mais pourquoi tirer en longueur comme ça, avec un format presque de long métrage, grand long métrage, pour simplement le dernier épisode de la série?
Ouais, alors juste, puisque tu me passes la parole, alors sur le final, bon, comme je dis, la bataille est divertissante. Moi, j'ai trouvé ça plutôt marrant, mais sur les arcs narratifs, là, on en avait parlé avec Emmanuel, pareil, off the record, mais dès la saison 4, là, il y a le grand frère de Will qui est en van avec son copain qui a des cheveux longs, là, et donc, ils illustrent, ils thématisent le fait qu'ils savent plus quoi faire de leur personnage, puisque les deux se retrouvent. Ils sont à bord d'un minibus, à traîner on sait pas où, en Californie, et à un moment, ils se retrouvent dans un terrain vague à jouer au golf, tu sais, et à discuter tous les deux. Et donc, t'as quasiment le scénariste qui est en train de te dire, bon, bah voilà, les personnages, on les a foutus dans une décharge, on sait plus quoi en faire. Et voilà, et ça fait bien longtemps qu'il y a certains personnages qu'il aurait fallu tuer, voilà, je pense. Ouais. Ça aurait un peu musclé l'intrigue, le suspense ou la surprise. Et puis, manifestement, ils savaient plus quoi en faire. On voit le gars avec son post-it de couleur. Bon, bah lui, on n'a pas assez de post-it, faut qu'on lui fasse un arc narratif. Et puis, que des trucs artificiels, voilà. Et effectivement, pourquoi toujours faire? En plus, ils nous annonçaient avant. C'est une série qui finit par exister que par ces effets d'annonce, quoi. On nous annonçait, tous les épisodes vont faire 2h15. Et voilà le titre de chaque épisode. Et c'est-à-dire, t'arrives en terrain conquis, t'as l'impression d'avoir déjà fait ton truc. Faites-le déjà et puis on verra après ce que ça donne. À force de fuite et c'est l'objet qui existe plus qu'à l'extérieur de lui-même, quoi. C'est devenu un objet et c'est tout en fait le bavardage et le commentaire parce que ça a été trop long l'attente. Hein, voilà donc. Ouais. Et c'est vrai que ce voilà. que tu dis, Gilles, aussi, c'est comme si la durée étendue était Une valeur. ouais, c'est ça, un Voilà. critère de qualité. Bah, dans ce cas-là, on va faire des épisodes qui durent 5 heures et puis ça sera 5 fois mieux. Enfin, c'est ridicule. Et Moi, effectivement, dernière fois, j'avais adoré le Mandalorian, par exemple, pour cette idée-là, Ouais. c'est qu'il faisait des épisodes d'inégale durée et qui pouvaient être très courts. Ça allait de 1 heure à 36 minutes, et parce que le mec te dit, bah là, j'avais pas un truc à raconter qui faisait plus de 36 minutes, donc je vais pas me forcer à en faire plus. Et ça, c'est bien. Ça me plaisait. Ce format-là. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais, je trouve ça très juste, c'est que c'est un peu le problème des auteurs qui sont trop bienveillants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas osé sacrifier certains de leurs personnages majeurs. Et on parlait de série Game of Thrones précédemment, bah, ça a été une des grandes forces de la série, c'est de créer un choc et un électrochoc, une onde même autour de la mort d'un personnage auquel on s'était attaché, central. Et finalement, ils se nourrissaient de ces répercussions pour écrire la suite de la série. Alors que là, dans Stranger Things, il y a un côté réunion de famille où tout le monde reste ensemble et finalement cette bienveillance elle s'est retournée contre la série quoi. Ah oui, ils savent plus quoi faire ensemble, en fait. Alors qu'au départ, c'est une série sur l'amitié, le machin, et là, ils savent plus quoi faire ensemble. On sait plus d'ailleurs, au bout d'un moment, qui est avec qui est dans quel groupe, où ils sont, qui fait quoi par rapport à quoi. On est vraiment paumé, là, vraiment. On est perdu, et inutilement, hein. On sent bien que, voilà. C'était un peu vain. Il y a quand même un personnage principal qui disparaît. Je mets des guillemets, j'en dis pas plus. Benjamin Faux, on parlait de... Alors, pour le coup, en préparant l'émission aussi, donc c'était off the record sur peut-être qu'il aurait fallu tuer des personnages avant. Donc, on retrouve cette idée-là. Peut-être tuer Vecna. Mais voilà, est-ce que tu partages le manque d'enthousiasme de nos camarades pour Stranger Things? Ouais, c'est totalement. Après, je n'ai jamais été un grand aficionados de Stranger Things. J'ai toujours trouvé que c'était un bon divertissement et même une série qui parfois est très attachante, surtout au début, effectivement, mais même après, il y a des très bonnes choses jusqu'à la saison 4. D'ailleurs, la série aurait pu finir pour moi à la fin de la saison 4 quasiment, puisqu'on avait des conclusions pour tout le monde. Enfin voilà. Ou même on aurait pu imaginer quasiment de finir de la saison 4 et enchaîner directement sur le dernier épisode. Parce qu'à part effectivement aller détruire le grand méchant et faire un petit voilà, bah on aurait fini quoi. Mais bon, pour moi c'était vraiment une série qui était une série d'aventures très référentielles et qui était assez plaisante là-dessus parce que on sentait quand même l'amour des créateurs pour l'époque, pour les films de Spielberg, pour Donjons et Dragons, et du coup on partageait ça aussi, on était avec eux, on était vraiment avec eux, mais ensuite non, ça leur a enfin je sais pas dans quelle mesure ça leur a échappé, je sais pas comment ça s'est industriellement ça s'est fabriqué quoi, mais il y a tellement de choses en trop
dans Stranger Things, pas seulement dans la dernière saison, mais auparavant, que c'est devenu vraiment un immense kouglof qui n'avait plus vraiment de goût. On perdait tous les fils. La dernière saison, dès qu'on réfléchit un tout petit peu à ce qui se passe, on se rend compte que ça n'a plus aucun sens. Plus personne n'est cohérent à aucun moment. Enfin, voilà quoi. Et par contre, ça tire sur les mêmes ficelles. Non, voilà, c'était très très décevant. Alors après, peut-être que j'entendais moins que vraiment des gens qui aimaient la série et qui la suivaient. Voilà, pour moi, Stranger Things, ça a toujours été une série dont mes meilleurs souvenirs, c'est les bandes annonces. Donc c'est pas très gentil pour la série de dire ça, mais effectivement, à chaque bande annonce, j'avais tellement envie de voir la suite. Quand j'arrivais devant les épisodes, ouais, non, on me l'a un peu survendu quand même. La page de titre aussi est cool. La musique, on l'a tous fait. Ah ouais, il y a plein de choses, mais il y a plein de choses de gimmicks, enfin voilà, il y a plein de gimmicks qui étaient vraiment bien. Jamais le générique. Moi, je ne passe jamais le générique. En plus, c'est très court. Mais par exemple, là, avec ma fille, là, je suis en train de refaire toute la série. Et par exemple, le premier épisode de la saison 4, j'aime beaucoup. Ça se passe au lycée. Enfin, en fait, les 3/4 de l'épisode sur voilà. Et encore une fois, comme la saison 5 se passe quasiment exclusivement dans le monde à l'envers, il n'y a plus du tout ce qui nous attachait là, comme disait Benjamin, cette nostalgie, voilà. Il n'y a plus du tout de personnalité de personnages. C'est un peu ce qu'on avait reproché à Game of Thrones à la dernière saison, enfin les dernières saisons où on travaillait moins les personnages et voilà. Et voilà. Et donc, si on peut donner un conseil, en conclusion, effectivement, c'est regarder l'épisode 8, le dernier épisode de la saison 5. Vous passerez un bon moment, c'est divertissant. Il y a une grosse battle avec un monstre, encore une fois, qui tue de manière complètement impossible. Enfin, voilà. C'est pour ça, le gars, il est là depuis des années. Faut qu'elle arrive avec ta hache, pour bref. Et voilà. Donc, il le tue quasiment en lui mettant des somnifères dans son verre d'eau. Mais voilà, mais on peut regarder le dernier épisode, il est sympa, il est divertissant. Mais alors les 7 avant, ça sert à rien. Voilà. Bon, donc une économie du visionnage. Benjamin Campion, voilà. Un petit mot. Et je voudrais quand même qu'on évoque l'épilogue, je vous dirai pourquoi. Benjamin Campion. C'est marrant parce que Gilles, il conseille de revoir le dernier épisode et moi je conseillerais de revoir le premier. Parce qu'en fait, je pense que c'est une série dans laquelle on va avoir plaisir à se replonger paradoxalement, parce que c'est vrai qu'au début, il y a quand même quelque chose d'assez entraînant, quoi. Une atmosphère visuelle, sonore, musicale qui me semble voilà assez prenante. Et je voulais demander à Gilles, du coup, est-ce que tu renies ton livre ou est-ce que je sais pas, est-ce que tu envisages d'écrire un deuxième livre ou d'écrire une nouvelle saison 5 C'est comme pour Star Wars, quoi. Après Abrams, quoi. Qu'est-ce qu'on fait J'avais écrit un deuxième tome de Star Wars en tenant compte de la post-logie, je sais plus comment on l'appelle là, effectivement, sur c'était mieux avant justement, c'est puisqu'ils thématisaient le fait qu'ils n'avaient pas réussi, puisque c'est visuellement il y a toujours plein de ruines en fait dans la dernière trilogie de Star Wars, donc voilà. Là, je pense que ça vaudra pas le coup d'un tome 2. Non, c'est pas parce qu'une histoire d'amour se termine qu'elle avait pas le coup, et donc ce qui a été fait a été bien fait. Je suis toujours fan d'Eddie Munson quand je revois l'épisode 1 avec Chrissy, machin, enfin voilà, et tout ce que j'ai raconté avant, ça explique pourquoi j'ai été fan. Donc voilà, c'est juste que là, bon, ils auraient dû s'arrêter avant. Voilà, on va dire que c'est un non-événement la saison 5, voilà, mais c'est pas. Moi, je renie rien du tout, parce que tout ce que j'ai dit, c'était avant. Donc c'était avant la saison 5, et si j'ai été fan, et je suis toujours jusque-là, c'est que voilà, il y a plein de choses qui m'ont plu, donc il n'y a pas à renier pour. Tu sais, c'est comme à l'époque d'Highlander là. Quand Highlander 2 était sorti, ça avait fait un four. Alors, Christophe Lambert avait dit pour le 3, non, mais on fait comme si le 2 avait pas existé. Enfin, bon, bref. Donc voilà, non, moi je renie rien du tout. Ce qui m'a plu, voilà. Alors on sait qu'il y a des enjeux quand même sur le dernier épisode de la dernière saison qui doit un peu boucler. Est-ce que je suis le seul, mais ça me dérangerait pas, à avoir trouvé que l'idée de dire c'était un grand jeu de rôle, ça change un peu de c'était un rêve. Les personnages ont eu des super pouvoirs parce que c'était un jeu de rôle, parce que ce sont des fans de Donjons et Dragons, et ils ont passé le flambeau à la génération qui suit et qui d'ailleurs est kidnappée par Vecna. Est-ce que je suis le seul à trouver que c'était une idée plutôt agréable et sympathique et une bonne manière de boucler, ou voilà, est-ce que vous aussi ou pas du tout? Qui voudrait commencer? L'épilogue est très réussi. Parce que justement, il ramène à ce qu'on avait aimé dans les premières saisons, vraiment pour toi le groupe, l'amitié,
C'est vraiment ça. Et la passation aussi, du coup, passation à un autre, voilà, du coup, les personnages deviennent un peu les créateurs. Enfin, les créateurs, en tout cas, se projettent dans les personnages en disant, bon, bah, on a fait découvrir aussi une époque et des jeux, enfin, voilà, des jeux, une culture, une pop culture, à la jeunesse de 2020. Et non, ça c'était très réussi, c'était très touchant. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé à partir du moment où le dénouement avait eu lieu et que du coup il pouvait vraiment rester sur les personnages. J'ai vraiment beaucoup aimé l'épilogue de la série. Bon, je suis rassuré, je suis pas tout seul, Gilles. Ouais, moi j'ai aimé la dernière demi-heure, ça m'a réconcilié avec la saison 5 en fait. Voilà, il faut vrai que ça m'apparaissait. Mais on a l'impression que c'est pas fini quelque part Stranger Things, parce que il y aura des suites, je veux dire des séries dérivées. Là, il y a déjà une série animée qui arrive, et puis ils ont déjà annoncé, les frères Duffer, que ils allaient créer une série dérivée. Donc moi, il me semble qu'il y a je sais pas, j'ai ressenti comme un refus de couper le cordon, quoi. Il y a comme une nostalgie qui est prise au piège d'elle-même, quoi. C'est-à-dire que la nostalgie de la nostalgie. Exactement. Bah voilà, c'est ça. C'est parfait. Bizarrement, j'ai presque vu l'inverse, moi, avec le plan final de la porte qui se ferme et tout. J'ai vraiment vu qu'ils voulaient clore un truc. Mais effectivement, ce qui va s'en suivre, les spin-offs, etc. Bon, ils vont exister parce que tant que ça marche commercialement, ça marchera, ça continuera. C'est ça. Il y a des enjeux industriels très marqués. Merci beaucoup à vous tous, à Gilles Verviche qui nous a rejoint, à Audrey Fournier, à Benjamin Campion et à Benjamin Faux d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se dit à très bientôt.